Un ordinateur, par définition, c'est une machine logique, prévisible. Il suit des instructions à la lettre. Alors, comment est-ce qu'une machine aussi carrée peut créer quelque chose d'aussi chaotique que le hasard? Le vrai hasard. C'est un paradoxe fascinant et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On pourrait se dire que générer un nombre au pif, c'est la chose la plus simple au monde pour un ordinateur, mais en réalité, c'est un véritable champ de mine. Et c'est justement cette complexité cachée qui est au cœur de notre sujet. Et voilà qui donne le ton. Cette citation de David Jones de l'University College London met le doigt exactement là où ça fait mal. En matière de hasard numérique, la solution la plus simple est très souvent la pire. Et ignorer cet avertissement, eh bien, ça peut avoir des conséquences assez sérieuses. Alors, quel est le programme? D'abord, on va regarder pourquoi le hasard de base est un problème. Ensuite, on va définir ce qui fait un bon générateur de nombres aléatoires. Après ça, on va s'attaquer à une étape cruciale, l'amorçage. Et enfin, on verra comment tout ça s'applique en pratique. C'est parti! On attaque donc la première partie. Et le premier constat est assez brutal. Le hasard qu'on nous sert dans la plupart des outils de programmation n'est qu'une illusion. Le mot-clé à retenir, c'est pseudo-aléatoire. Pseudo, comme dans faux. Ce n'est pas du vrai hasard, c'est le résultat d'une recette de cuisine, d'un algorithme. Et si on suit une recette, on obtient toujours le même résultat. Le but n'est pas d'être imprévisible, mais de le paraître. C'est toute la nuance. Et ça nous amène directement à la règle d'or numéro 1, la plus importante de toutes. Il ne faut jamais utiliser les générateurs de base fournis par le système ou le langage de programmation. C'est la solution de facilité et c'est une très très mauvaise idée. Regardez bien cette liste. C'est une sorte de mur de la honte des générateurs à problème. Et on y trouve des noms très connus, des outils utilisés partout. Si un projet important repose sur l'un d'eux, c'est un gros voyant rouge qui s'allume. Prenons un exemple presque caricatural, la fonction rand du langage C. Un de ses défauts classiques, c'est qu'elle a tendance à sortir des nombres pairs, puis impairs, puis pairs, puis impairs. C'est un motif tellement simple qu'on peut le voir à l'œil nu. Et un motif, c'est l'exact opposé du hasard. Bon, assez parlé des problèmes, passons aux solutions. Qu'est-ce qui fait un bon générateur de nombres aléatoires? Un bon GNA. C'est quoi son anatomie? La deuxième règle est la suite logique de la première. Au lieu de subir, il faut prendre le contrôle. Fini la confiance aveugle dans les outils par défaut. La bonne pratique, c'est de choisir un générateur de qualité et de l'intégrer directement dans son propre code. Alors, comment on distingue le bon du mauvais? C'est assez simple en fait. Un mauvais GNRA, il se répète très vite. On dit que sa période est courte et il se fait tout de suite repérer par les tests statistiques. Un bon GNRA, à l'inverse, a une période incroyablement longue et il passe tous les tests sans qu'on puisse jamais déceler le moindre schéma. D'ailleurs, il y a une méthode assez maligne pour créer un bon GNA. C'est le principe KISS. L'idée est simple et brillante. On prend plusieurs générateurs simples qui ont chacun leurs petites faiblesses et on les combine. En les mélangeant, leurs défauts s'annulent mutuellement. C'est un peu comme superposer plusieurs couches de sécurité. Aujourd'hui, la référence absolue dans le domaine, notamment pour les simulations scientifiques, c'est un algorithme qui s'appelle le Mersenne Twister. C'est un peu la Formule 1 des générateurs, la norme par défaut dans des langages comme R ou Python, et ce n'est pas pour rien. Et quand je disais « période incroyablement longue », ce n'était pas une façon de parler. Regardez ce nombre, c'est la période du Mersenne Twister. 2 puissance 19 967 moins 1. C'est un chiffre qui est tellement grand qu'il en devient abstrait. Pour faire simple, même si on faisait tourner un supercalculateur non-stop depuis le Big Bang, il n'aurait même pas effleuré le début de la fin de la séquence. Jamais. Attention, parce qu'avoir le meilleur moteur du monde ne sert à rien si on n'a pas la bonne clé pour le démarrer. Pour un DNA, cette clé de contact, c'est ce qu'on appelle l'amorçage ou le sealing. C'est absolument critique. Et nous voilà à notre troisième et dernière règle d'or. Il faut impérativement bien amorcer son générateur. Une mauvaise graine de départ et tout le système s'effondre. Même le surpuissant Mersenne Twister peut être rendu totalement prévisible par un mauvais amorçage. Pour que ce soit bien clair, imaginez un scénario très classique en calcul scientifique. On lance 1000 simulations en même temps sur un groupe de serveurs. La plupart vont démarrer à la même milliseconde. Et si elles utilisent toutes la même méthode pour s'amorcer, comme par exemple l'heure du système, Eh bien, on se retrouve avec 1000 clones, 1000 calculs qui font exactement la même chose, avec la même séquence de nombres soi-disant aléatoires. Le résultat? Un gaspillage énorme de temps et de puissance de calcul. Et surtout, des résultats scientifiques qui sont complètement biaisés et bons à jeter. Ce risque que 2 simulations démarrent avec la même graine est bien plus élevé qu'on ne le pense intuitivement.
Et pour s'en convaincre, il y a une analogie parfaite, le fameux paradoxe des anniversaires. La réponse, qui est totalement contre-intuitive, c'est plus de 50% de chance. Eh bien, cette même logique un peu étrange s'applique à nos graines de 32 bits. Le risque d'une collision, c'est-à-dire que deux simulations reçoivent la même graine par hasard, est bien plus élevé qu'on ne pourrait le croire. Alors, comment on fait? La solution moderne, c'est d'aller chercher le hasard là où il existe vraiment, dans le chaos du système lui-même. Les systèmes d'exploitation modernes comme Linux ont un fichier spécial, /dev/surrandom, qui collecte du bruit ambiant, les mouvements de la souris, l'activité du réseau, etc., pour générer des graines de départ qui sont, elles, véritablement uniques et imprévisibles. Ok, maintenant qu'on a vu toute la théorie, les problèmes et les solutions, regardons un cas très concret où un bon GNA change absolument tout. Prenez une tâche qui semble toute bête. Mélangez un jeu de cartes ou une liste d'éléments. L'approche la plus intuitive est souvent fausse et introduit des biais. La seule méthode qui garantit un mélange parfait, où chaque permutation est équiprobable, c'est l'algorithme de Fisher-Yates. Et pour fonctionner correctement, son carburant, c'est évidemment un GNADA de très haute qualité. Et tout ça, ça nous ramène à une question presque philosophique. On a vu que même nos meilleurs générateurs, les plus complexes, ne sont au fond que des mécanismes d'horlogerie. Des horloges avec un cycle plus long que l'âge de l'univers, certes, mais des horloges quand même. Alors, si notre meilleur hasard n'est finalement qu'un ordre qui nous dépasse, un motif si bien caché qu'on ne le verra jamais, qu'est-ce que le hasard au fond ?